Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans la tournée Spar 360 avec un athlète d'exception. Je suis très heureux de vous retrouver et de rencontrer cette personne, Matteo. Ouais, un sportif, un athlète extraordinaire, une histoire incroyable. Donc vraiment, ça va être un super moment. Donc les amis, soyez bienvenus dans la tournée Spar 360. On se retrouve ce soir, 17h heure de France. Depuis septembre qu'on a lancé cette tournée Spar, c'est vraiment extraordinaire. Tous les jours, on est en direct avec des gens incroyables du monde entier, des entrepreneurs, des sportifs, différentes personnes qui viennent nous partager leur histoire. Et je le dis toujours, mais vraiment, un grand merci, parce que l'objectif de cette tournée, de ces lives, c'est vraiment de redonner de l'inspiration, de la force, du courage. Et on connaît tous le pouvoir des histoires, le pouvoir des mots, et surtout quand c'est les personnes qui viennent nous les partager directement. Donc on va être avec Matteo ce soir, qui est un athlète paralympique, qui a fait deuxième au JO donc, de Tokyo, donc c'est juste incroyable. Donc il va nous rejoindre dans ce petit moment pour nous raconter un peu son histoire, comment il a fait pour en arriver là, comment il a atteint aussi ses performances. Donc ça va être un magnifique moment. Alors je vais voir si Matteo nous rejoint. Alors les amis, soyez le bienvenu, ceux qui sont en train de se connecter. Donc on est en direct de Tenerife, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir ce beau soleil. Alors je suis en train de voir pour inviter Matteo à rejoindre ce live. On vient de s'appeler. Alors il va pas tarder. Donc Matteo, si tu rejoins le live, des fois ça met un peu de temps à ce que je vois les personnes à rejoindre. Alors, est-ce que je peux t'inviter? Clac, alors, euh, alors, Mathéo, j'ai J'essaie de t'envoyer. Ah, salut Mathéo. Salut. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Super. Écoute, mais moi aussi je t'entends, je te vois. La qualité, ça va nickel. Impeccable, ça se connecte. J'ai monté juste un peu le son. Écoute Mathéo, mais déjà, merci à toi. Merci à toi de ton temps et très heureux de faire ta connaissance. Vraiment, je suis ravi de te rencontrer. Et merci encore une fois, voilà, de ton temps et d'avoir accepté ce petit interview pour partager ensemble, nous dire un peu qui tu es, nous raconter un peu ton histoire qui est vraiment très inspirante. Donc déjà, un grand merci. Merci à toi de m'inviter et de pouvoir parler de tout ça. Ben, merci beaucoup. Merci les amis. Soyez le bienvenu. On est en direct avec Matteo. Donc Matteo, tu es un athlète de haut niveau. T'as participé notamment récemment aux Jeux de Tokyo. Tu as fait deuxième. Donc c'est extraordinaire sur le tennis de table. Donc tu vas pouvoir nous partager tout ça et nous raconter aussi un petit peu ton histoire, comment t'en es arrivé là, tout ça. Et s'il y a des sportifs aussi que ça peut inspirer, c'est le but. Donc, merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, du coup, Matteo, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je m'appelle Matteo Boeas, j'ai 25 ans. Donc je suis sportif de haut niveau en tennis de table paralympique. J'habite à Quimper en Bretagne et je joue à Angers dans mon club. Et voilà, ma dernière perf, c'est d'avoir fait médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo cet été dans ma catégorie de handicap en classe 10 en tennis de table. Donc voilà un peu pour me présenter. Excellent. Et on va revenir sur ça. Et encore une fois, félicitations à toi. Ça Merci. va être un moment extraordinaire. Tu vas nous partager tout ça. La première question que je te posais, Mathéo, c'est est-ce que jeune, t'as toujours aimé faire du sport? Est-ce que c'est un sport qui t'a attiré ou pas du tout? Ouais, oui, depuis tout petit, voilà, ma famille est sportive. Ils nous ont toujours donné envie de faire du sport à mon frère et ma sœur pour mes parents. Donc on a toujours fait du sport tout le temps, des randonnées, voilà, faire des petits foot avec mon frère ou des choses comme ça. Et en fait, mes parents, mon frère et ma sœur faisaient du tennis de table quand j'ai commencé. Donc moi, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et donc, Mhm. j'ai commencé très rapidement. Pour tout dire, la première table sur laquelle j'ai joué, le club avait coupé les pieds pour qu'elle soit plus petite et donc que je puisse jouer dessus. Donc voilà, et j'ai toujours aimé ce sport et j'ai continué. Et puis bien m'en a pris parce que les résultats maintenant sont plutôt pas mal. Wow, incroyable. Donc, ce que tu dis, c'est quelque part, tes parents faisaient ce sport-là aussi? Ouais, mes parents, mon frère et ma sœur, quand j'ai Ok. commencé, faisaient ce sport-là.
Ouais, extraordinaire, extraordinaire. Et qu'est-ce que tu as aimé, toi, du coup, quand tu étais jeune, par rapport à ce sport? Bah, déjà, j'aime bien la relation de duel qu'il y a avec l'adversaire. Voilà, on a quelqu'un qu'il faut battre par tous les moyens possibles, bon, tout en étant fair play, bien sûr. Mais voilà, il faut trouver un moyen de le mettre en difficulté et en gros, de lui poser un problème en espérant qu'il ne va pas le résoudre. Et puis, lui, il va aussi nous poser des problèmes. Donc, il faut essayer de résoudre ses problèmes, lui en donner d'autres voilà, réussir à gagner le match à la fin. Ah, excellent. Mais tu pourras nous partager de tout ça parce que c'est vrai que du moins personnellement, euh, c'est pas un sport non plus qu'on entend trop parler. Forcément, c'est pas comme le foot ou le basket ou quoi que ce soit. Mais et comme tu disais tout à l'heure quand on s'est appelé, c'est peut-être pas la même, comment dire, comme tu disais, la natation ou la course à pied, tu sais, c'est des sports où tu es seul, où ça peut être contraignant. Et là, tu disais notamment, c'est un sport quand même où il y a du plaisir, etc. Mais ça amène du travail. Et parfois, on peut se dire, ouais, mais quel travail quelque part. C'est pas, peut-être qu'il n'y a pas autant de travail qu'autre chose. Et c'est ça qui est très intéressant parce que je pense qu'il y a un aspect très technique, très tactique aussi, vu que c'est en confrontation de suite. Donc, tu pourras nous partager ça. Par la suite, qu'est-ce que ça t'a amené ce sport quand tu étais jeune? Bah, déjà, ça amène de la maturité parce que voilà, très vite, je suis parti en stage, voilà, en stage, et donc je dormais pas forcément chez mes parents à l'âge de 7-8 ans pendant quelques jours. Donc, ça amène le fait de se débrouiller et donc on devient forcément de plus en plus mature. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les relations sociales. Moi, j'adore le sport parce que c'est bien pour la santé, mais surtout, ça fait voir du monde, discuter, se comparer, etc. Et je trouve que c'est fondamental. Enfin, voilà, tous les humains rêvent, sont là pour communiquer et être avec d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime bien. Et puis, bah voilà, forcément, le dépassement de soi, de toujours vouloir progresser, évoluer et travailler pour apprendre, parce que toute notre vie, on va apprendre et le sport, c'est pareil. Non, excellent. Je te rejoins de 100% par rapport à tout ça. Euh, donc, toi, tu commences très jeune. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te repèrent, il y a tes clubs qui te disent il y a peut-être quelque chose à faire. Quand tu es jeune, est-ce que tu te dis, ben, peut-être un jour, je peux être un champion, je peux faire les JO, moi aussi? Ou qu'est-ce que tu te dis quand tu es jeune? Ben, en fait, tout d'abord, j'ai commencé, enfin, je fais encore du valide, mais la première chose que j'ai commencé, c'est le valide, parce que mon handicap, voilà, on appelle ça un handicap invisible, il ne se voit pas forcément. Et en fait, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un très bon entraîneur qui m'a formé avec Axel Neveu, un de mes meilleurs potes de l'époque, quand je jouais dans mon petit club aligné. Et en fait, j'ai rapidement été détecté par le département de Loire-Atlantique pour faire des stages, etc. Puis après, je suis rentré en sport-études au comité, donc au département aussi, en sixième. Et après, dès la cinquième, j'ai intégré le pôle régional des Pays de la Loire, donc toujours en valide. Et donc là, pour le coup, j'étais aussi à l'internat. Donc voilà, on parlait des fois dans le sport, qu'est-ce que ça nous emmène. Voilà, je suis parti à l'internat très tôt et j'ai adoré ça. Donc voilà, et puis par contre, j'ai commencé le handisport à l'âge de 16 ans, je crois. Parce que certains entraîneurs sont venus me voir et m'ont dit écoute, tu peux sans doute aller en handisport, t'as des très belles capacités, il y a beaucoup de choses à faire, donc viens avec nous et puis on va essayer d'aller chercher des médailles dans les grandes compétitions comme le championnat d'Europe, championnat du monde ou les Jeux. Wow, incroyable. Donc, quelque part, c'est à ce que tu dis, c'est à 16 ans où vraiment, ça commence, ça commence à s'élever le niveau, l'intensité. Ouais, c'est ça. J'ai commencé très tôt. Du coup, dès le collège, je suis parti en sport-études pour m'entraîner tous les jours. Je faisais partie du top 10 valide de ma catégorie en France. Donc, voilà, je faisais les championnats de France et tout, mais voilà, j'étais pas dans les meilleurs non plus, donc ça aurait été impossible pour moi de faire carrière dans une carrière olympique. Mais par contre, dès qu'on m'a proposé la carrière en e-sport, au début, j'étais pas forcément trop chaud, mais en fait, au fur et à mesure des compétitions et des rencontres, je me suis dit, si, en fait, de toute manière, j'ai un handicap, il est pas très grand, mais j'en ai quand même un, et puis on peut quand même, voilà, il y a des grandes choses à faire et des grands événements à aller faire. Incroyable, incroyable. Donc, du coup, quelque part, ce que tu dis, c'est cet handicap qui va t'ouvrir des opportunités, des possibilités. Exactement, ouais. De toute façon, sans ce handicap, j'aurais une vie, on va dire, lambda,
parce que bah, j'aurais pas été assez fort pour aller faire une carrière en valide et aller aux Jeux Olympiques. Donc voilà, moi, ce handicap, de toute façon, je l'ai toujours considéré, bah, il fait partie de moi, je suis né avec et maintenant, je le considère plus comme une chance parce qu'il m'a ouvert des opportunités incroyables et j'ai pu faire de grandes choses grâce à ce handicap. Ah ouais. C'est beau le message que tu fais passer, vraiment, hein. Vraiment, c'est beau parce que c'est marrant. Avec Flo aussi, l'interview que j'avais fait avec lui, c'est ce qu'il disait. Moi, si j'avais pas eu ce problème à la jambe, ben, certainement, j'aurais pas pu avoir ces possibilités. Comme il disait, depuis tout petit, je l'ai vu comme une opportunité. Et ça crée aussi, je pense, une force mentale. Bah oui, oui, sans doute un petit peu. Après, moi, mes parents m'ont toujours considéré, enfin, ont toujours considéré que j'avais pas de handicap. Ils m'ont toujours laissé tout faire et donc là-dessus, j'ai pas eu trop de soucis. Par contre, bah, ce qui est cool, c'est de rencontrer, bah voilà, il y a plein de gens qui ont des énormes histoires et qui se sont relevés, qui ont fait plein de super choses dans le milieu du handisport et quand on voit bah, les athlètes à la télé ou bah, tous les copains de l'équipe de France. Quand ils ont des médailles, alors que bah, des fois, quelques années auparavant, ils étaient sur un lit d'hôpital, quelque chose comme ça. Donc, Mm. dans le milieu handisport, les histoires sont assez incroyables. Mm. Et quel est ton handicap, toi, si tu veux, tu peux en parler ou pas? Ouais, ouais, ouais. J'ai un pied bot varus-séquence. En gros, j'ai eu une malformation dans le ventre de ma mère au niveau de mon pied. Donc, en fait, il n'était pas du tout dans l'axe quand je suis né. Et bah, pour que ça soit mieux pour moi, on a dû m'opérer. Autrement, ça aurait été très difficile pour moi de marcher. Mais par contre, l'opération, elle engendre forcément un blocage complet de ma cheville. Donc, j'ai très peu de mobilité sur ma cheville gauche. Et mon mollet gauche, il est atrophié aussi. Donc, ça veut dire que voilà, mon mollet, il se développe qu'à moitié. Donc, on considère que j'ai 50% de masse musculaire en moins dans mon mollet gauche qu'une personne valide. Donc, voilà. Après, je peux quand même courir, marcher, sauter, nager. J'ai pas trop de problème pour ça. C'est juste que sans doute que je suis moins performant qu'une autre personne si elle avait exactement le même corps que moi, quoi. De ce que tu dis, c'est que ça te permet quand même de faire tout Oui, comme oui. tout le monde. Ouais, voilà, exactement. Moi, Mm. souvent, si je dis pas que j'ai un handicap au pied ou au mollet, les gens le voient même pas. On appelle ça un handicap invisible. Donc voilà, je peux vraiment tout faire. Il y a pas longtemps, je suis parti à La Réunion et on a fait des randos pendant 7 heures, donc il n'y avait aucun problème. Ok, magnifique. Magnifique, Mathéo. Comment ça se passe du coup ta carrière on te dit, donc voilà, jeune quand même, tu es dans des centres, voilà, tu connais ce rythme, tu t'entraînes, on t'offre l'opportunité, pardon, de te dire mais peut-être pourquoi pas faire quelque chose dans le handisport. Et comment ça va se passer pour toi du coup? Est-ce que ça va aller très vite? Est-ce que comment ça se passe un petit peu? Bah, du coup, j'ai fait toute ma formation, on va dire, que dans le valide, donc dans les sports-études, etc. Et donc, à partir de 2016, quand je commence le handisport, on me dit que bah, voilà, j'ai déjà un bon niveau et qu'il y a vraiment moyen d'aller faire quelque chose. Et donc, je commence ma première compétition en 2012, je crois, en France, qui se passe plutôt bien. Et après, en fait, toute l'équipe de France paralympique, elle préparait les Jeux de Londres à cette époque-là. Et le staff de l'équipe de France m'invite à un stage de préparation pour bah, découvrir un peu l'ambiance de l'équipe de France, etc., pour peut-être bah, me lancer après l'année d'après. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai été sélectionné en 2013 pour mon premier championnat d'Europe. Donc, en fait, dès que j'ai commencé le handisport, ça a été assez vite. Hmm. Donc, avec un championnat d'Europe où je perds en quart de finale en simple, en ayant des balles de match pour aller en demi, donc un peu frustrant. Et je fais ma première médaille en équipe avec mon partenaire de l'époque qui s'appelait Cédric Cavestani. Je fais ma médaille de bronze, donc première compétition internationale avec la France, c'est première médaille, donc top. Et après, j'ai pas pu faire le championnat du monde parce que c'était encore un peu juste en 2014. Mais après, par contre, depuis 2015, j'ai pas loupé une compétition bah voilà, européenne ou mondiale avec l'équipe de France. Donc c'est top. Et pour en arriver jusqu'à Tokyo, là où je fais ma première médaille paralympique, qui est top. Wow, ben, félicitations. Ça fait, Merci. euh, ça fait beaucoup d'années aussi déjà que tu es. Ça fait beaucoup d'années au haut niveau. Est-ce que justement, parce que des fois, je sais que quand on est sportif de haut niveau, il peut avoir ça, il peut avoir le doute, il peut avoir la fatigue, il peut avoir des blessures. Je te pose la question aussi par rapport à toi dans ce sport. Est-ce qu'il y a eu des fois où tu as eu des doutes, où tu en as eu marre, où tu t'es dit je vais arrêter, je vais abandonner ou... Non, non, j'ai jamais eu de doute. Après, je pense que la période la plus compliquée pour moi, c'était après Rio,
parce que j'y allais surtout pour découvrir les jeux, parce qu'on dit toujours que la première fois qu'on fait les jeux, c'est un peu, bah voilà, c'est Disney, quoi, le village paralympique, la salle, l'ambiance, et puis bah voilà, c'est une compétition la plus importante pour un sportif. Mais et en fait, j'ai terminé quatrième par équipe. Et bah, du coup, voilà, c'est la pire place sans doute pour un sportif, tout près du Graal de la médaille. Et donc, après, ça a été un peu dur de me dire, bah, j'étais tout proche, si ça se trouve, ça reviendra jamais et tout. Mais rapidement, voilà, on est reparti à la salle, s'entraîner. Et puis, bah, moi, j'ai la chance d'avoir, bah, à côté des tennis de table, j'ai un équilibre avec toute ma famille et mes potes complètement en dehors des tennis de table qui me permettent de me dire, bah, voilà, c'est top, c'est ta passion, c'est ton plaisir et c'est ton job. Mais à côté de ça, il y a des choses bien plus importantes. Et donc, bah, voilà, j'ai eu aucun problème pour rebondir. Et puis, bah, maintenant, c'est aussi en grande partie grâce à eux que j'ai fait ces des dernières performances. Excellent, excellent. Donc, quelque part, cette frustration de la quatrième place, j'imagine, voilà, il y a beaucoup de pression, d'enjeux aussi, quelque part. On est des compétiteurs, on veut gagner, c'est normal. Et est-ce que cet événement-là, tu te dis, OK, et je vais en faire une force et je vais tout faire pour aller chercher une médaille pour les prochaines? Bah, je me le suis pas dit forcément. Après, c'est sûr que là, à Tokyo, j'avais abordé la compétition complètement, on va dire, avec plus de recul, plus de maturité. Parce que bah, voilà, les premiers jeux, justement, ils avaient eu bah, cet effet-là de dire, je les ai découverts, je sais ce que c'est, je sais comment je vais les appréhender. Et donc, du coup, bah, j'ai continué. Enfin, voilà, je me suis dit, t'as découvert, maintenant, il faut aller faire une médaille. Donc, je m'étais donné déjà l'objectif de faire des médailles à Tokyo. Et puis, voilà, j'ai été beaucoup moins stressé. Je pense que j'ai beaucoup mieux géré l'attente et on va dire le en dehors de la salle par rapport à Rio. Donc, non, c'est cool et ça m'a forcément aidé pour accéder à cette finale paralympique. Magnifique, magnifique. Du coup, juste pour nous partager un petit peu ça, quand les Jeux de Tokyo arrivent, tu es comment? Tu t'es préparé comment? Tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu te dis on va chercher le podium, on va chercher la première place? Comment ça se passe pour toi? Bah, en fait, donc déjà, la première chose, c'est que ça a été reporté d'un an. Donc pour moi, c'était plutôt quand même une bonne chose parce que, bah, étant donné que je suis plutôt jeune, ça me laissait un an de plus pour progresser et évoluer par rapport à des athlètes qui sont plutôt en fin de carrière et qui progressent moins. Donc ça, c'était plutôt, moi, je l'ai plutôt bien pris. Après, par contre, la préparation, du coup, moi, j'étais qualifié depuis le 31 décembre, depuis le 1er janvier 2020. Donc ça faisait un an et demi que j'étais qualifié quand je suis arrivé à Tokyo. Donc la préparation, elle a été super, super longue. On a fait beaucoup, beaucoup de stages avec l'équipe de France. Moi, je me suis beaucoup entraîné avec le Pôle France de Nantes à ce moment-là. Et donc, voilà, je suis arrivé juste avant de partir à Tokyo. J'étais presque fatigué, autant physiquement que Mhm. mentalement. Donc, en accord avec le staff, j'ai arrêté un petit peu de jouer. Donc, c'est un peu bizarre, mais normalement, on avait 3 jours d'entraînement, je crois, à Paris. Et moi, j'ai dit, bah, je ne m'entraîne pas ces 3 jours-là. Je fais un mini break de 5-6 jours pour arriver frais à Tokyo et avoir envie de jouer là-bas. Et donc, bah, c'est ce qui s'est passé. J'étais reposé, j'avais envie d'aller affronter les autres et d'aller chercher cette médaille. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, je pense que j'ai bien fait de. Ça bug un peu. Tu m'entends, Mathéo? Tu m'entends? Oui, là, c'est bon, je Ça, t'entends. ça, ça bug un peu des fois. Ouais. On te voit un petit peu flou, mais ça va. Ça va. Et tu nous, ça a coupé. Tu m'entends bien, toi? Comment? Alors, Ouais? j'ai pas entendu, pardon. Tu m'entends, Mathéo, ou Ouais, là, pas? c'est bon. Yes. T'es en 4G ou en Wi-Fi? Tu sais ou pas? Là, je viens de me mettre en Wi-Fi, justement. Ok, ça marche. Pas de souci. Donc tu disais, ça coupe un peu, tu arrives du coup rechargé au Ouais, JO ouais, là-bas à Tokyo. exactement. Ouais. J'arrive frais à Tokyo parce que bah, voilà, j'avais pris un peu de temps pour moi. Je sentais qu'il fallait que j'arrête de jouer un petit peu parce que je me frustrais à chaque balle perdue, etc. Et donc, je suis arrivé là-bas avec l'envie de jouer et l'envie d'aller chercher une médaille. Donc, je pense que j'ai bien fait de faire ça parce que bah, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça si j'avais pas arrêté quelques jours un petit peu avant d'arriver à Tokyo. Excellent, excellent. Comment ça se passe du coup pour aller chercher une médaille? Il y a plusieurs tournois. Comment ça se passe un Non, petit peu? alors nous, à Thèse de Table, on était. Alors, du coup, vu qu'il y a beaucoup de catégories de handicap différents en tennis de table, il y en a 10, enfin, il y en a 11 même. Moi, je suis arrivé, donc on était 14 dans ma catégorie.
Donc, il y avait deux poules de 4 et deux poules de 3. Moi, j'étais dans une poule de 4. Donc, les deux premiers de chaque poule rentraient dans un tableau à élimination directe en quart de finale. Donc, moi, je partais numéro un de ma poule parce que je suis arrivé à Tokyo en étant numéro 4 mondial, donc premier de la dernière poule, on va dire. Et donc, je gagne mon premier match assez facilement contre un joueur un peu moins fort, donc sans trop de difficultés. Et par contre, mon deuxième match, j'ai affronté un Autrichien qui est numéro 5 mondial, donc juste derrière moi au classement. Donc, c'est vraiment un match voilà, 50-50. On ne sait pas trop qui va gagner. Et je suis mené au premier set et je gagne le set, donc c'est plutôt bien. Après, je perds et finalement, je gagne le match 3-1. C'était quand même un match assez serré, on va dire assez. J'étais un peu stressé parce que je savais qu'il allait, enfin, ça allait avoir une importance de finir premier ou deuxième de poule. Et mon troisième match de poule se passe plutôt bien parce que voilà, j'étais déjà qualifié avant de le faire, donc je gagne assez facilement sur un Sud-Africain, je crois. Donc me voilà en quart de finale et en quart de finale, j'ai voilà, le tirage fait que je joue sur on va dire le joueur le moins fort au classement mondial, un Indonésien, le numéro 2 indonésien. Et voilà, avec un match un peu compliqué, mais voilà, on s'en sort, je gagne 3-1. Donc là, me voilà en demi-finale, donc un premier objectif atteint. Et, euh, et en demi-finale, je joue un autre Indonésien, donc lui, le numéro 1 indonésien, que j'avais déjà battu à Rio lors des Jeux en 2016, qui était voilà, numéro 2 mondial. Et là, par contre, je mène 2-0, donc je fais un super match. L'autre revient à 2-2. Et voilà, au cinquième set, voilà, avec une ambiance de dingue, avec tous les copains de l'équipe de France et tout le staff qui était dans les tribunes pour m'encourager, je m'arrache et j'arrive à gagner ce match 3-2 et à atteindre la finale où là, par contre, bah, voilà, j'ai joué le numéro 1 mondial qui est vraiment au-dessus de tout le monde. Voilà, je crois qu'en 5 ans, il avait perdu que deux matchs. Donc voilà, c'est vraiment l'ogre à abattre. Et voilà, je passe pas à côté de ma finale, mais il est plus fort que moi, il y a aucun problème là-dessus. Et donc, bah, je finis avec cette médaille d'argent qui est déjà pas mal. Wow, magnifique, incroyable. Et qu'est-ce qui se passe pour toi du coup quand tu sais que tu fais deuxième? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Bah, je me dis que un des objectifs est atteint parce après, il y avait le par équipe qui était une autre Hmm. possibilité de médaille. Mais voilà, tout le monde me dit c'est incroyable. J'ai passé je sais pas combien de temps sur les réseaux sociaux à remercier tout le monde. Et puis bah voilà, il y a des médias aussi qui sont là. Donc vraiment, enfin, c'est un monde que je connaissais pas trop. Mais par contre, bah voilà, tout le monde me félicite et tout le monde me dit bah c'est incroyable ce que tu viens de faire, médaille d'argent. Il y avait pas mal de gens qui y pensaient, qui croyaient à la médaille, mais faire argent, pas forcément. Donc, non, j'étais hyper content. Et puis, par contre, il fallait juste vite se remobiliser parce qu'il y avait le par équipe qui arrivait quelques jours après et qui, pour le coup, lui, s'est mal passé. Donc voilà. Hmm. 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 Excellent, excellent, Mathéo. Et justement, moi, la question que j'ai envie de te poser, parce que c'est vrai que c'est un sport avec des qualités demandées, et justement, qu'est-ce qui fait la différence selon toi entre un joueur moyen, entre guillemets, au tennis de table et un excellent joueur comme toi? Quelles sont les qualités à avoir, à développer? Comment justement on gagne un match quand c'est serré, quand ça peut être un peu difficile? Bah, alors moi, déjà, la première chose, alors c'est ma vision des choses, mais moi, je suis persuadé qu'on est tous, toutes les personnes qui naissent dans le monde ont des talents. Certains pour la cuisine, d'autres pour un sport en particulier, d'autres pour la musique. Donc, je pense que déjà, pour les très très bons joueurs, il y en a beaucoup, c'est qui sont déjà talentueux de base. Et après, bah, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place bah, pour s'améliorer. Il y a à la fois le côté tactique, le côté technique, le côté mental qui, chez nous, au tennis de table, est hyper important. Donc pour ça, moi, dans l'idéal, je conseille aux gens bah, de se faire aider tout simplement, d'avoir un préparateur physique s'ils le peuvent, d'avoir quelqu'un qui les aide dans la préparation mentale également. Et, euh, et voilà, d'avoir du recul sur tout ce qu'on fait, de faire de la vidéo, si certains aiment bien faire de la vidéo sur ces matchs pour voir ce qui est possible d'améliorer et ce qui est déjà très bien. Donc voilà, moi je pense qu'il y a toutes les facettes, il faut essayer de travailler un peu toutes les facettes pour être le plus complet possible. Et puis après, il y a aussi des fois un petit peu de chance au bon moment qui nous dit, voilà, on va avoir une balle qu'on n'était pas censé gagner, qu'on gagne parce que on fait une gratte ou quelque chose comme ça, un bord de table.
Et après, il faut savoir en profiter et puis voilà, gagner quand il faut gagner. Excellent. Et s'il y a des jeunes justement qui font du tennis de table, Mathéo, euh, si tu avais trois conseils, ou même peut-être plus large, mais si tu avais trois conseils que tu aimerais partager peut-être à ces jeunes pour pouvoir performer, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? La première chose, c'est de prendre du plaisir. Le sport, c'est avant tout du plaisir. On fait ça que pour ça. Enfin, au départ, en tout cas, c'est de trouver un sport qui leur convient, où ils prennent plaisir et où ils s'éclatent, quoi, tout simplement. La deuxième chose, c'est de toujours essayer de faire mieux. Voilà, au début, on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est normal parce que c'est nouveau. Et puis après, voilà, à force de le travailler, d'essayer des nouvelles choses et tout, on va commencer à réussir à le faire. Et puis à la fin, on va le faire Hmm. parfaitement. Donc ça va être les deux premiers conseils. Et puis la troisième, c'est voilà, de ne pas avoir peur de perdre et de l'échec parce que dans tout ce qu'on fait, on commence par des échecs, c'est obligatoire. Et en fait, c'est grâce à ces échecs-là qu'on va réussir après à réussir d'autres choses et à gagner et à progresser, quoi. Excellent, excellent. Merci à toi pour ça. Euh, et je veux rebondir par rapport à quelque chose que tu as dit qui est super important, qu'on retrouve dans la vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur, en tant que parent, en tant que sportif. Tu as parlé du mental justement, où des fois on va se sentir bien, on va se sentir à l'aise, on va se sentir puissant. Et puis, il y a la pression qui arrive, on a une difficulté. Comme tu dis, parfois on peut être mené. Comment ça se passe toi justement quand c'est un sport où directement il y a ça en fait parce que tu peux avoir beaucoup d'excitation et tu peux repasser aussi en mode danger. C'est très intéressant ce sport par rapport à ça. Qu'est-ce que tu te dis toi justement dans ces périodes-là où peut-être tu es mené en difficulté? Alors, moi, c'est un de mes gros défauts encore, la concentration et tout ça, le mental, c'est vraiment pas un de mes points forts. Donc là, j'ai commencé à travailler ça, je vais continuer à le travailler avec une préparatrice mentale. Mais moi, la première chose, c'est quand je suis mené et que ça va pas forcément, c'est en fait s'accrocher, essayer de revenir point par point, peut-être de souffler, de prendre un peu de temps pour réfléchir. Parce que des fois, tes étapes, on va perdre 4 points à une vitesse astronomique. Alors que voilà, si on prend un peu de temps, on joue un peu avec les règles, etc., et ça va nous permettre de réfléchir et voilà, de se calmer un petit peu parce qu'il y a de la frustration aussi qui peut arriver. Donc voilà, moi, c'est vraiment prendre point par point, essayer de revenir. Voilà, s'il y a 8-3, essayer de revenir à 8-4, à 8-5, à 8-6 pour que l'autre commence à douter aussi. Et si l'autre commence à douter, il va peut-être moins bien jouer. Enfin voilà, de toute façon, c'est toujours une histoire un peu de poker menteur avec l'adversaire pour lui montrer, non, t'inquiète pas, en fait, je suis encore bien, tu mènes, mais je suis encore très confiant. Donc voilà, faut essayer de jouer là-dessus avec l'adversaire parce que lui aussi, il peut se retrouver à un moment à pas être bien et ça va juste inverser les rôles, quoi. Hum, excellent, excellent. Enfin, c'est un sport très très intéressant parce que même moi j'aime beaucoup ce sport, même si on le fait plutôt pour le plaisir. Mais on voit bien les gens comment ils sont quelque part et comment on est parce que personne aime être mené. Et là, tu dis c'est pas possible. Il faut que je remonte, il faut que je gagne. Et c'est vraiment un sport très très intéressant aussi pour se connaître et pour justement apprendre à gérer ses émotions, apprendre à comment je fais pour remonter. Quand je suis mené, c'est vraiment top. Quels sont tes objectifs, Mathéo, du coup, pour les années à venir? Le gros objectif, peut-être l'objectif de la carrière de pas mal de Français en ce moment, c'est Paris 2024. Voilà, forcément, avoir les jeux à la maison, ça va être une énorme fête, mais ça va être aussi voilà, l'occasion de briller devant la famille, devant les copains et tout ça. Donc ça va être le gros objectif. Après, avant ça, enfin, nous, au Tétam, on a un championnat du monde en Espagne en mois de novembre en 2022. Donc cette année, là, au mois de novembre de cette année, pardon. Et on a un championnat d'Europe l'année prochaine en 2023. Donc voilà, moi, l'objectif, ça va être de continuer à prendre des médailles, voilà, de continuer à faire des résultats. Et puis l'autre gros objectif, ça va être d'essayer de passer numéro 2 mondial. Là, actuellement, je suis numéro 3. Et en gros, de passer numéro 2 mondial pour en fait, essayer d'éviter le numéro 1 mondial avant la finale à Paris, si c'est possible. Hmm. Après, voilà, il y aura plein de matchs vachement compliqués avant. Il faudra d'abord se qualifier. Après, il y aura plein de matchs compliqués, enfin, compliqués,
Mais voilà, essayer de rentrer dans le top 2 mondial pour bah voilà, se donner toutes les chances d'aller le plus loin possible dans les compétitions qui vont venir. Wow, mais félicitations parce que déjà être numéro 3 c'est déjà énorme et c'est cool. En tout cas, nous, on a hâte. Moi, j'ai hâte. On fera tout pour suivre tous ces matchs-là. Ça, à Paris, c'est vrai que ça va être extraordinaire. Ça va être une ambiance incroyable. Donc, les amis, soutenez Matteo. Vous pouvez, je partagerai aussi sur différents réseaux cette petite interview. Vous pouvez envoyer toujours des petits messages. Ça fait toujours plaisir. Et vraiment, félicitations à toi. Nous, on te souhaite que le meilleur pour ces années qui arrivent. Ça va être puissant et tu as tout pour faire quelque chose d'incroyable parce que tu l'as déjà fait. Et c'est vrai que ça va être incroyable. Si tu avais si Mathéo, tu réalises tous tes rêves, tes projets, tu en as déjà réalisé pas mal. Euh, et qu'à la fin de ta vie, on te dit, OK, Mathéo, tu peux laisser qu'une seule phrase dans ce monde, une seule chose. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message? De kiffer la vie. Juste de kiffer la vie. Enfin, moi, je fais du sport et ça me plaît et voilà, c'est mon boulot et j'adore faire ça tous les jours. Mais juste de kiffer ce qu'on fait, peu importe dans quel domaine on le fait, mais juste de profiter de tous les moments que vous passez, que ce soit en famille, avec les potes, en vacances, dans la douche, enfin, peu importe, mais de profiter au maximum de tout ce qu'on fait parce que bah, on n'a qu'une vie sans doute et qu'il faut en profiter au maximum, quoi. Magnifique, magnifique. Écoute, Mathéo, merci à toi pour cette interview. Ça m'a fait Merci très beaucoup. plaisir de faire ta connaissance. Merci pour ton message magnifique et plein de belles choses pour la suite. Ça va être, en tout cas, moi, je vais suivre tout ce que tu fais. Et puis, merci beaucoup. Merci aux amis qui sont passés par là. Merci pour vos messages. Et puis voilà, Mathéo, je te souhaite une très belle soirée et je te dis à bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Ciao. Merci. Ciao, ciao.